Monsieur de Luxembourg ne survécut pas longtemps à ce beau mariage. À 67 ans, il s'en croyait 25, et vivouait comme un homme qui n'en a pas davantage. Au défaut de bonne fortune, dont son âge et sa figure l'excluaient, il suppléait par de l'argent. Et l'intimité de son fils, et de lui, de monsieur le prince de Conti et d'Albergotti, portait presque toutes sur des mœurs communes et des parties secrètes qu'ils faisaient ensemble avec des filles. Tout le fait des marches, des ordres, des subsistances portouées, toutes les campagnes, sur Puységur, qui même dégrossissaient les projets. Rien de plus juste que le coup d'œil de monsieur de Luxembourg, rien de plus brillant, de plus avisé, de plus prévoyant, que lui devant les ennemis, un jour de bataille, avec une audace, une flatterie, et en même temps un sang-froid qui lui laissait tout voir et tout prévoir au milieu du plus grand feu et du danger du succès le plus imminent, et c'était là où il était grand. Pour le reste, la paresse même, peu de promenades sans grande nécessité, du jeu, de la conversation avec ses familiers, et tous les soirs un souper avec un très petit nombre, presque toujours le même, et si on était voisin de quelque ville, on avouait soin que le sexe y fût agréablement mêlé. Alors il était inaccessible à tout, et s'il arrivait quelque chose de pressé, c'était à Puységur à y donner ordre. Telle était à l'armée la vie de ce grand général, et telle encore à Paris, où la cour et le grand monde occupaient ses journées, et les soirs ses plaisirs. À la fin l'âge, le tempérament, la conformation le trahirent. Il tomba malade à Versailles, d'une péripulmonie dont Fagon eut tout d'abord très mauvaise opinion. Sa porte fut assiégée de tout ce qu'il y avouait de plus grand, les princes du sang n'en bougeaient, et monsieur y alla plusieurs fois. Condamné par Fagon, Caretti, italien, à secret qui avouait souvent réussi, l'entreprit et le soulagea, mais ce fut l'espérance de quelques moments. Le roi y envoya quelques fouets par honneur plus que par sentiment. J'ai déjà fait remarquer qu'il ne l'aimait point. Mais le brillant de ses campagnes et la difficulté de le remplacer faisaient toute l'inquiétude. Devenu plus mal, le père Bourdaloue, ce fameux jésuite que ses admirables sermons doivent immortaliser, s'empara tout à fait de lui. Il fut question de le raccommoder avec monsieur de Vendôme, que la jalousie de son amitié et de ses préférences pour monsieur le prince de Conti avouait fait éclater en rupture et se réfugier à l'armée d'Italie, comme je l'ai déjà dit. Rouquelaure, l'ami de tous et le confident de personne, les amena l'un après l'autre au lit de monsieur de Luxembourg, où tout se passa de bonne grâce et en peu de paroles. Il reçut ses sacrements, témoigna de la religion et de la fermeté. Il mourut le matin du 4 janvier 1695, cinquième jour de sa maladie, et fut regretté de beaucoup de gens, quoique, comme particulier, estimé de personne et aimé de fort peu. Pendant sa maladie, il fit faire un dernier effort auprès du rouet par le duc de Chevreuse pour obtenir sa charge pour son fils, gendre de ce duc. Il en fut refusé, et le rouet lui fit dire qu'il devait se souvenir qu'il ne lui avouait donné le gouvernement de Normandie en survivance pour son fils, qu'à condition qu'il ne lui parlerait jamais de la charge. Tous ses enfants et madame de Mecklembourg, sa sœur, ne le quittèrent que lorsque l'on les mit hors de sa chambre comme il allouait passer, où ils laissèrent éclater leur douleur. Le père Bourdaloue les reprit de ce qu'ils s'affligeaient, de ce qu'un homme payait le tribut à la nature. Il ajouta qu'ils mourraient en chrétien et en grand homme, et que peut-être aucun d'eux n'aurait le bonheur de mourir de la sorte. Pour en grands hommes, aucun d'eux n'y est tourné. En chrétien, ce sera leur affaire. Mais la prophétie ne tarda pas à s'accomplir en la personne de la duchesse de Mecklembourg. Elle mourut dans le même mois de janvier et de la même maladie peu de jours après lui, sans aucun secours spirituel, ni presque de corporel, laissant tout ce qu'elle avouait au comte de Luxembourg, second fils de son frère. Monsieur de Luxembourg ne vit à la mort pas un des ducs qu'il avouait attaquer, pas un aussi ne s'empressa pour lui. Je n'y allais ni envoyais pas une seule fouet,
quoique je fusse à Versailles, et il faut avouer que je sentis ma délivrance d'un tel ennemi. On eut la malignité de me vouloir faire parler sur cette mort, je me contentai de répondre que je respectuais trop le discernement du roué dans ses chouets pour le remplacer, et avouais trop bonne opinion de ses généraux et de ses troupes, pour m'affliger pour l'état d'une perte dont en mon particulier j'avouais tant de raisons de me consoler. Avec cette réponse, je vis tarir les questions. Le maréchal de Villeroué eut la charge de capitaine des gardes du corps, en payant 500 000 livres de brevets de retenue dont il eut un pareil, et lui succéda au commandement de l'armée de Flandre. Tout le monde s'attendait à cette disposition. Villeroué, élevé avec le roué, avouait toujours été fort bien avec lui, et dans la confiance domestique et de maîtresse la plus intime, fils de son gouverneur, et tous deux bas et fins courtisans toute leur vie. Quelques nuages étrangers avouaient quelquefois éloigner celui-ci, mais le goût du roué, ramené par l'art des souplesses et des bassesses, l'avouait toujours rétabli en sa première faveur. Disons tout de suite ce qui se passa entre le duc de Montmorency et nous dans le cours de cet hiver, qui prit le nom du duc de Luxembourg à la mort de son père. Nos assemblées se continuèrent. Messieurs d'Elbeuf, Montbazon, la Trémoille, Sully, qui avouait repris le procès depuis la mort de son père, Chaulnes, La Rochefoucauld, Richelieu, Monaco, Rohan et Mouet signâmes 2 oppositions à ce que nul Wehrmal sorti du feu maréchal de Luxembourg ne fut reçu au Parlement en qualité de pair de France pour les raisons que nous réservions à dire en temps et lieu, dont l'une fut signifiée à Don Joué qui faisait la charge de greffier en chef du Parlement, l'autre à la personne du procureur général, et nous résolûmes en même temps de faire rayer au fils la qualité qu'il prenouait de premier baron de France, comme nous y avions obligé le père. Ce jeu de mots leur a fort servi à abuser le monde et à se faire passer pour premier baron du royaume et se préparer, par là des chimères, tandis que la terre de Montmorency, mouvante de l'abbaye de Saint-Denis, et peut-être première baronnie de ce district était connue sous le nom de l'île de France, comme on dit de cette même abbaye Saint-Denis en France. Ensuite, nous remîmes sur le tapis notre résolution précédente de mettre en cause le duc de Gesvres pour récuser par ce moyen le premier président. Ce magistrat, depuis la mort de M. de Luxembourg, prenait toutes sortes de formes pour éviter cet affront. Il employa des présidents à mortier, amis de quelques-uns de nous, et d'autres personnes de leur confiance qui, sous prétexte d'amitié et d'intérêt à ce qui les touchait, leur exagérèrent la peine et la douleur du premier président de s'être brouillé avec nous, qu'il s'entouait amèrement ses torts à notre égard, et combien la mort de celui dont il espérait un grand appui le laissait exposé à notre haine, qu'ils étaient sûrs qu'il donnerait toutes choses pour se rapprocher de nous, et qu'il ne doutait point que sa profonde capacité ne lui fournît des moyens depuis cette mort d'être autant pour nous qu'il nous avouait été contraire. Ils ajoutèrent même qu'il lui en avouait, oui, échappé des demi-mots bien significatifs, et qu'il les assurait que le cœur s'expliquait par sa bouche. Messieurs de Chaulnes, de La Rochefoucauld et de la force s'infatuèrent de ce piège, et opinèrent fortement à y donner. Messieurs de la Trémoille, de Rohan et Mouet ne prîmes point un si dangereux change. Nous remîmes aux yeux de ces messieurs toutes les injustices et quelque chose de pis que nous avions essuyé du premier président, son refus d'audience qui nous força aux lettres d'État, son manque de parole et sans détour au duc de Chaulnes sur l'assemblée de toutes les chambres, le danger de se fier à un homme si autorisé au Parlement, et d'autant plus offensé contre nous, que nous avions publié ses iniquités et ses perfidies sans plus garder de mesure avec lui. Nous remontrâmes combien il était apparent que ces attaques nous étaient faites sous sa direction par l'ardeur de venger son orgueil blessé, et quelle serait notre honte et notre imprudence d'être ses dupes en nous remettant volontairement en ses filets. Nous n'étions que nous 6 ce jour à l'assemblée, et trois contre trois ne purent se persuader l'un l'autre. Elle se rompit donc, sans rien conclure, un peu tumultuairement,
Et monsieur de la Trémoëlle déclara en sortant qu'il protestouait et protesterouait contre l'opinion des autres troués, et que pour éviter des querelles inutiles et personnelles, il cesserouait de se trouver aux assemblées. Ce commencement de scission nous fit prendre le parti, au duc de Rohan et à Moué, de tenter de convertir monsieur de la Rochefoucauld. En cette pensée nous réussit 2 jours après fort heureusement en 1 heure de temps que nous fûmes enfermés tous troués ensemble dans sa chambre à Versailles. Nous remîmes donc cette affaire sur le tapis avec plus de confiance à la première assemblée, où monsieur de la Trémoëlle ne parut point. Monsieur de Chaulnes fut étonné et fort fâché de se voir abandonné de monsieur de la Rochefoucauld, revenu à notre avis. Il avouait de l'amitié pour Moué. Son chagrin tomba sur le duc de Rohan, qui, vif, aigre et peu considéré, mit le bonhomme Chaulnes, toujours si mesuré, en telle colère que de part et d'autre les grosses paroles commençaient à échapper entre les dents. Cela nous hâta, de peur de pis, de rompre brusquement l'assemblée, où il ne fut encore rien conclu. Monsieur de la Rochefoucauld et Moué raisonnâmes le lendemain ensemble, et sentîmes que le plus grand mal qui nous pût arriver serait la désunion. Et nous conclûmes qu'avant tout, il falloit se hâter de raccommoder ces 2 ducs, et les disposer à opiner plus paisiblement, et mettant tout autre intérêt à part et toute fantaisie personnelle, n'aller qu'au but et au bien de notre affaire commune. Après un assez long entretien tête-à-tête, monsieur de la Rochefoucauld s'en chargea. Il n'y perdit pas un moment, et heureusement, il y réussit avant la première assemblée. Celle-ci fut tranquille, et monsieur de la Trémoëlle y revint. Il fut proposé de négocier avec le premier président et de le faire sonder. Mais ce hameçon fut modestement mais très fermement rejeté, et enfin la récusation du premier président résolue. On accorda seulement à la considération que nous avions tous pour monsieur de Chaulnes qu'on ne ferouait point assigner monsieur de Gesvres tant que rien ne péricliterouait, et qu'on attendrouait à le faire autant qu'on le pourrouait sans se hasarder ce qui venouait d'être résolu. Ensuite, on proposa de prendre une requête civile au nom des ducs de Lesdiguières et de Brissac et de Rohan, dont pour abréger je n'expliquerai ni les raisons ni la procédure. Mais monsieur de Rohan refusa d'y consentir, jusqu'à ce que, préalablement, le duc de Gesvres eût été mis en cause, et ne se contenta d'aucune raison, ni d'aucune parole qu'on lui voulût donner. Son consentement, enfin, ne s'arracha qu'après tant d'allées et venues, que le projet de la requête civile vint à monsieur de Luxembourg, qui prit aussitôt ses mesures avec le vieux chancelier Boucherat, gouverné par madame d'Arlay, sa fille, qui ménageait fort le premier président, cousin de son mari, qui fit en sorte qu'aucun des maîtres des requêtes ne scella rien là-dessus du petit sot sans grande connaissance de cause, c'est-à-dire sans que monsieur de Luxembourg fût averti à temps de s'y opposer. Il est difficile de comprendre comment une aussi bonne tête que monsieur de Chaulnes, et un homme aussi digne que lui, se montra si difficile à la récusation du premier président, après qu'il lui avouait si indignement manqué de parole, et avec la connaissance qu'il avouait de ses souplesses, et tous les tours et détours de perfidie dont il avouait user jusqu'à découvert avec nous. Et d'autre part, il ne fut pas moins étrange que monsieur de Rohan se montra si roide pour la récusation, après la mollesse et la variation, pour ne pas dire pis, avec laquelle il avouait fait avorter entre ses mains, après l'avouer entreprise, et avec certitude de succès, comme je l'ai raconté plus haut. Toutes ces longueurs coulèrent le temps jusqu'à l'ouverture de la campagne. Monsieur de Luxembourg, maréchal de camp, servant dans l'armée de Flandre, s'y rendit, et notre procès demeura accroché jusqu'à l'hiver suivant. Il avouait perdu sa femme, et perdit tôt après le seul enfant qu'il en avouait eu, sans que son union intime avec monsieur et madame de Chevreuse en ait été en rien diminuée. Il y en avouait eu, sur les fins de l'été et dans les commencements de l'hiver, des tentatives de négociation de paix, je ne sais sur quoi fondées. Crécy alla en Suisse comme en pays neutre et mitoyen entre l'empereur et monsieur de Savoie, et pas fort éloigné de Venise qui se mêlouait de bons offices.
Il est doué frère du père Verjus, jésuite, ami particulier du père de Lachaise, et il avoué était résident en plusieurs cours d'Allemagne, dont il connaissait parfaitement le droit public, les diverses cours des princes et leurs intérêts. C'est tout est un homme sage, mesuré, et qui, sous un extérieur et des manières peu agréables, et qui sentouait bien plus l'étranger, le nouveau débarqué que le François, à force d'avouer ses journées dehors, et un langage d'eux-mêmes, cachouait une adresse et une finesse peu communes, une prompte connaissance, par le discernement, des gens avec qui il avouait à traiter et de leur but, et qui, à force de n'entendre que ce qu'il vouloit bien entendre, de patience et de suite infatigable, et de fécondité à présenter sous toutes sortes de faces différentes les mêmes choses qui avouaient étaient rebutées, arrivouait souvent à son but. L'abbé Morel alla vers Aix-la-Chapelle pour négocier dans l'Empire. C'était une excellente tête, pleine de sens et de jugement, produite par saint Pouange, dont il était ami de table et de plaisir, et que monsieur de Louvoué et le roué ensuite qui s'en était bien trouvé, avouait employer en plusieurs voyages secrets. Il avouait un frère conseiller au Parlement et chanoine de Notre-Dame, qui ne lui ressemblait que pour aimer encore mieux le vin que lui, et ne le portait pas si bien, et qu'il fit enfin aumônier du roué. Harlay, conseiller d'État et gendre du chancelier, homme d'esprit, mais c'est à peu près tout, et tout est allé à Maastricht sonder les Hollandais. Mais ces démarches ne firent qu'enorgueillir les ennemis, et les éloigner de la paix à proportion qu'ils nous la jugeaient plus nécessaire, et qu'ils y voyaient un empressement et des recherches si opposés à l'orgueil avec lequel on s'était piqué de terminer toutes les guerres précédentes. Ce fut tout le fruit que ces messieurs rapportèrent dans les premiers mois de cet hiver. Ils eurent même l'impudence de faire sentir à monsieur Darley, dont la maigreur et la pâleur étaient extraordinaires, qu'ils le prenaient pour un échantillon de la réduction où se trouvait la France. Lui, sans se fâcher, répondit plaisamment que, s'il voulait lui donner le temps de faire venir sa femme, il pourrait en concevoir une autre opinion de l'état du royaume. En effet, elle était extrêmement grosse et était très haute en couleur. Il fut assez brutalement congédié et se hâta de regagner notre frontière. Les hivers ne se passent guère sans aventure et sans tracasserie. Monsieur d'Elbeuf trouva plaisant de faire l'amoureux de la duchesse de Villeroy, toute nouvelle mariée, et qui n'y donnait aucun lieu. Il lui en coûta quelques séjours à Paris pour laisser passer cette fantaisie, qui allouait plus à insulter messieurs de Villeroy qu'à toute autre chose. Ce n'était pas que monsieur d'Elbeuf eût aucun lieu de se plaindre d'eux, mais c'était un homme dont l'esprit audacieux se plaisait à des scènes éclatantes, et que sa figure, sa naissance et les bontés du roué avouaient solidement gâter. Roquelaure, duc à brevet et plaisant de profession, essuya une triste aventure. Il avouait été toute sa vie extrêmement du grand monde et ami intime de monsieur de Vendôme. Comme il voulut tenir à tout, il s'était fourré parmi les amis de monsieur de Luxembourg, de la brillante situation duquel il espérait tirer parti, et de ce qu'il entrevoyait dans la cour de monseigneur, que ce général, intimement uni avec le prince de Conti, méditait de gouverner et d'avouer une part principale à tout lorsque le roué n'y se rouait plus. La difficulté pour Roquelaure était de demeurer bien avec des gens si opposés, qui devint bien plus fâcheuse lors de la rupture ouverte de messieurs de Vendôme avec monsieur de Luxembourg dont j'ai parlé plus haut, et de ses causes. Elle fut si entière qu'il fallut opter, et Roquelaure, qui ne lisouait pas dans l'avenir, ne balança pas à quitter son ancien ami de tous les temps pour ce qu'il venait de se faire, et dont il espérait beaucoup. Monsieur de Vendôme en fut piqué au vif, mais il n'était pas temps de le montrer.
L'éloignement de l'Italie, où il s'étouait réfugié de Flandre, faisouait qu'il ne passouait que peu de temps à la cour, et y vivouait assez à l'ordinaire avec Roquelaure, lorsqu'il se trouvouait en même lieu. C'est ce qui fit qu'à la mort de monsieur de Luxembourg, ce fut lui qui mena messieurs de Vendôme, comme j'ai dit ci-dessus. Mais cela même avouait renouveler leur dépit, de sa défection, de leur amitié, tellement que le vide qui laissait monsieur de Luxembourg et l'audace de la nouvelle grandeur et de leur liaison avec monsieur du Maine qui les y avouait fait monter, rompit les bornes où jusqu'alors il s'étouait contenu avec Roquelaure. À peu de jours de là, celui-ci entra chez monsieur Legrand, un soir, qui tenouait soir et matin, une grande table à la cour, et un grand jeu toute la journée, où la foule de la cour entrouait et sortouait comme d'une église, et où celle des joueurs à tout jeu, mais surtout au lansquenet, ne manquait jamais. Monsieur de Vendôme, qui étouait un des coupeurs, eut dispute avec un autre sur un mécompte de 7 pistoles. Il étouait beau joueur, mais disputeur et opiniâtre au jeu comme partout ailleurs. Les autres coupeurs le condamnèrent. Il paya, quitta et vint grommelant contre ce jugement à la cheminée, où il trouva Roquelaure debout qui s'y chauffait. Celui-ci, avec la familiarité qu'il usurpait toujours et cet air de plaisanterie qu'il mêlouait à tout, dit à l'autre qu'il avouait tort et qu'il avouait été bien jugé. Vendôme, piqué de la chose, le fut encore plus de cette indiscrétion, lui répondit en colère et jurant qu'il étouait un foutre décideur et qu'il se mêlouait toujours de ce qu'il n'avouait que faire. Roquelaure, étonné de la sortie, fit la doux, et lui dit qu'il ne croyait pas le fâcher. Mais Vendôme, s'emportant de plus en plus, lui répliqua des duretés avec une hauteur qui ne se pouvait souffrir que par un valet, et dont le ton de voix ne fut pas ménagé. Roquelaure, outré, mais beaucoup trop embarrassé, se contenta de lui répondre que s'ils étouaient ailleurs, il ne lui parlerait pas de la sorte. Vendôme, se rapprochant plus près et le menaçant, répliqua en jurant qu'il le connaissait bien, et que là ni ailleurs il ne serait pas plus méchant. Là-dessus, le grand prieur qui étouait assez loin s'approcha d'eux et prit Roquelaure par le bout de sa cravate, et lui dit des choses aussi fâcheuses que celles qu'il venait d'essuyer de son frère, et s'en altérer un flegme fort à contretemps. Aussitôt, voilà toute la chambre en émoi. Madame d'Armagnac et le maréchal de Villeroy coururent à la cheminée. Elle se hâta d'emmener messieurs de Vendôme et le maréchal de Villeroy, Roquelaure, qui n'eut ni le courage de tirer raison d'un tel affront, ni le supplément de prendre prétexte du lieu pour emporter sa plainte au rouet. Le pis fut que, dès le lendemain d'une scène si publique, il se laissa raccommoder, et en particulier avec messieurs de Vendôme, par madame d'Armagnac dans son cabinet. Pour y mettre le comble, la duchesse de Roquelaure alla partout disant qu'elle étouait bien fâchée de ce qui étouait arrivé, mais que voilà aussi ce que s'étouait que de s'attaquer à son mari. Ce ne pouvait être bêtise, et l'ignorance aurait été bien forte. On ne comprend pas ce qu'elle put espérer d'un si ridicule propos. Quelque effronté que fût Roquelaure, il parut les premiers jours déconcerté, et bientôt, après, il se remit à ses bouffonneries ordinaires, et se trouva partout impudemment avec messieurs de Vendôme à Marly, à Choisy, et partout où cela se rencontrait, et n'évitouait pas même de leur parler quand cela se présentait, à l'étonnement de tout le monde. Un soir, longtemps après, qu'il fit chez le rouet plus de bruit et d'éclats de rire qu'à l'ordinaire, et qu'on le remarquait, je répondis froidement que la cause de tant de gaieté n'était pas difficile à deviner, puisque ce même soir, messieurs de Vendôme prenaient congé du rouet pour retourner en Provence. Ce propos fut relevé, et je n'en fus point fâché, parce que je croyais n'avoir pas lieu d'aimer Roquelaure. Deux événements étrangers se suivirent fort près après. Le premier, la mort de la princesse d'Orange, à la fin de janvier, dans Londres. La cour n'en eut aucune part, et le roi d'Angleterre pria le roi qu'on n'en prît point le deuil,
qui fut même défendu à messieurs de Brouillon, de Duras et à tous ceux qui étaient parents du prince d'Orange. On obéit et on se tut, mais on trouva cette sorte de vengeance petite. On eut des espérances de changement en Angleterre, mais elles s'évanouirent incontinent, et le prince d'Orange y parut plus accrédité, plus autorisé et plus affermi que jamais. Cette princesse, qui avouait toujours été fort attachée à son mari, n'avouait pas paru moins ardente que lui pour son usurpation, ni moins flattée de se vouer sur le trône de son pays aux dépens de son père et de ses autres enfants. Elle fut fort regrettée, et le prince d'Orange, qui l'aimait et la considérait avec une confiance entière, et même avec un respect fort marqué, en fut quelques jours malade de douleur. L'autre événement fut étrange. Le duc d'Hanovre, qui briguait un 9e électorat en sa faveur, et qui, par la révolution d'Angleterre, était appelé à cette couronne après le prince et la princesse d'Orange, et après la princesse de Danemark, comme le plus proche de ligne protestante, était fils aîné de la duchesse Sophie, laquelle était fille de l'électeur palatin, qui se fit couronner roi de Bohême, et qui en perdit sa dignité et ses états, et d'une fille de Jacques Ier, roi d'Écosse puis d'Angleterre, fils de la fameuse Marie Stuart, et père de Charles Ier, qui eurent la tête coupée, et du roi Jacques II, détrôné par le prince d'Orange. Ce duc d'Hanovre avouait épouser sa cousine Germaine, de même maison, fille du duc de Zell. Elle était belle, il vécut bien avec elle pendant quelque temps. Le comte de Königsmarck, jeune et fort bien fait, vint à sa cour et lui donna de l'ombrage. Il devint jaloux. Il les épia et se crut pleinement assuré de ce qu'il voulut ignorer toute sa vie, mais ce ne fut qu'après longtemps. La fureur le saisit. Il fit arrêter le comte et tout de suite jeter dans un four chaud. Aussitôt après, il renvoya sa femme à son père, qui la mit en un de ses châteaux, gardé étroitement par des gens du duc d'Hanovre. Il fit assembler le consistoire pour rompre son mariage. Il y fut décidé fort singulièrement qu'il l'étouait à son égard, et qu'il pouvait épouser une autre femme, mais qu'il subsistait à l'égard de la duchesse d'Hanovre, qu'elle ne pouvait se remarier, et que les enfants qu'elle avait eus pendant son mariage étaient légitimes. Le duc d'Hanovre ne demeura pas persuadé de ce dernier article. Le roi, tout occupé de la grandeur solide de ses enfants naturels, venait de donner au comte de Toulouse toutes les distinctions, l'autorité et les avantages dont son office d'amiral pouvait être susceptible entre ses mains. Il lui avouait donner depuis longtemps le gouvernement de Guyenne, à la mort du duc de Roquelaure, père de celui-ci, et pendant sa jeunesse, le maréchal de Lorges en avouait eu le commandement et tous les appointements, qui n'avouaient cesser que lorsque, par la cascade que fit la mort du maréchal d'Humieres, il eut le gouvernement de Lorraine, comme je l'ai dit. Monsieur de Chaulnes avouait depuis très longtemps le gouvernement de Bretagne, et il y était adoré. À ce gouvernement, l'amirauté de la province était unie, qui valuait extrêmement. Rien ne convenait mieux à un amiral de France que de la réunir à lui, et que le gouvernement de cette vaste péninsule, bordée par la mer de tous côtés. Le roi y pensa donc avec d'autant plus d'empressement qu'il s'était engagé à monsieur le premier gouvernement de province qui viendrait à vaquer, pour monsieur le duc de Chartres, et c'était une parole donnée à l'occasion du mariage de ce prince. Monsieur de Chaulnes était vieux et fort gros. Le roi craignait que la Bretagne lui échappât par le comte de Toulouse, par sa vacance, et il résolut, pour la prévenir, le troc de ces deux gouvernements. Pour l'adoucir au duc de Chaulnes qui y perdouait tout, et pour tirer le duc de Chevreuse qui l'aimait de l'état fâcheux où il avouait mis ses affaires, à force de s'y croire habile et de vastes projets qu'il avouait ruiner, le roi voulut lui donner en même temps la survivance de la Guyenne, comme au neveu, à l'ami et à l'héritier du duc de Chaulnes et de son même nom, à qui il avouait substituer tous ses biens par son contrat de mariage, c'est-à-dire au second fils qui en est troué,
en cas que lui-même mourût sans enfant, et il n'en a jamais eu. Le roué fit entrer un matin le duc de Chaulnes dans son cabinet, lui dora la pilule au mieux qu'il put, et toutefois conclut en maître. Monsieur de Chaulnes, surpris et outré au dernier point, n'eut pas la force de rien répondre. Il dit qu'il n'avouait qu'à obéir, et sortit incontinent du cabinet du roué, les larmes aux yeux. Il s'en alla tout de suite à Paris, et il éclata contre le duc de Chevreuse, qu'il ne douta point avouer eu toute la part et peut-être fourni au roué une invention à lui si utile. La vérité étouait pourtant que le duc ni la duchesse de Chevreuse n'en avouaient rien su qu'en même temps que monsieur de Chaulnes. Celui-ci ne voulut pas avouer son neveu ni sa nièce, et madame de Chaulnes, si accoutumée à être la reine de la Bretagne, et qui y était aussi passionnément aimée, s'emporta plus encore que son mari. Ni l'un ni l'autre ne cachèrent leur douleur, tellement que j'ai dit au duc de Chaulnes que je ne lui ferais aucun compliment, mais que je les porterais tous à monsieur de Chevreuse. Il m'embrassa et me témoigna me s'avouer gré de sentir ainsi pour lui. On fut longtemps à les apaiser l'un et l'autre. À la fin, monsieur de Beauvilliers et d'autres amis communs obtinrent de monsieur et de madame de Chaulnes de vouloir bien recevoir monsieur et madame de Chevreuse. La visite se fit et fut très sèchement reçue. Jamais on ne put ôter de leur esprit que monsieur de Chevreuse n'eût rien contribué à cet échange forcé, et jamais ni lui, ni madame de Chevreuse ne put refondre à leur égard les glaces de monsieur et de madame de Chaulnes. Les Bretons furent au désespoir. Tous le montrèrent par leurs lettres, leurs larmes et leurs discours. Tout ce qu'il y en avouait à Paris ne bougea de l'hôtel de Chaulnes avec plus d'assiduité encore qu'à l'ordinaire, et monsieur et madame de Chaulnes, touchés de cet amour si général et si constant, étaient de plus en plus profondément affligés. Ils ne s'en consolèrent ni l'un ni l'autre et ne le portèrent pas loin. Le roué envoya chez lui à Versailles les trois enfants de France, et sur cet exemple personne ne se dispensa de le visiter. Il reçut ses compliments avec une triste politesse. Il ne permit pas aux courtisans de cacher l'homme pénétré de douleur, et il s'enfuit à Paris le soir même. Cela s'était déclaré à l'issue du lever du roué. Monsieur, qui s'éveillait beaucoup plus tard, l'apprit en tirant son rideau et en fut extrêmement piqué. Monsieur le comte de Toulouse vint peu après le lui dire lui-même. Il l'interrompit, et devant beaucoup de monde qui était à son lever. Le roué, lui dit-il, vous a fait là un beau présent. Il témoigne combien il vous aime, mais je ne sais s'il s'accorde bien avec la bonne politique. Monsieur alla ce même jour chez le roué à son ordinaire, qui était entre le conseil et le petit couvert, seul dans son cabinet. Là, il ne put contenir ses reproches de le tromper par un troc forcé qui prévenouait une vacance prochaine et la disposition du gouvernement de Bretagne pour monsieur le duc de Chartres. Le roué, dont en effet s'avouer était le motif, se laissa gronder, content d'avouer remplit ses vues. Il essuya la mauvaise humeur de monsieur tant qu'il voulut. Il s'avouait bien le motif de l'apaiser. Le chevalier de Lorraine fit sa charge accoutumée, et quelque argent pour jouer et pour embellir Saint-Cloud effaça bientôt le chagrin du gouvernement de Bretagne. Monsieur d'Elbeuf, voyant ce grand vol des bâtards, fit un tour de courtisan le vendredi saint de cette année. Les Lorrains, ni aucun de ceux qui ont rang de prince étranger ne se trouvaient jamais à l'adoration de la Crouée ni à la Seine, à cause de la dispute de préséance avec les ducs, qui étaient aussi exclus de la Seine, mais non de l'adoration de la Crouée. L'un et l'autre avoué étaient rendus à messieurs de Vendôme depuis la préséance au Parlement sur tous les pairs. Ils s'y trouvèrent donc cette année, et le duc d'Elbeuf aussi, qui comme duc et père y pouvait être. Comme le grand prieur en revenait, le roué ne vit personne qui y allât. Il attendit un moment, puis, se tournant, il vit le duc de Beauvilliers et lui dit « Allez donc, monsieur !»
Sire, répondit le duc, voilà monsieur le duc d'Elbeuf qui est mon ancien. Et aussitôt monsieur d'Elbeuf, comme revenant d'une profonde rêverie, se mit en mouvement et y alla. Le grand écuyer et le chevalier de Lorraine lui en dirent fortement leur avis. Il leur donna pour excuse qu'il n'y avouait pas pensé, mais le roué lui en sut très bon gré. Tout cet hiver, ma mère n'était occupée qu'à me trouver un bon mariage, bien fâchée de ne l'avoir pu dès le précédent. J'étais fils unique, et j'avouais une dignité et des établissements qui faisaient aussi qu'on pensait fort à moi. Il fut question de mademoiselle d'Armagnac et de mademoiselle de la Trémoëlle, mais fort en l'air, et de plusieurs autres. La duchesse de Bracciano vivait depuis longtemps à Paris, loin de son mari et de Rome. Elle logeait tout auprès de nous. Elle était amie de ma mère qu'elle voyait souvent. Son esprit, ses grâces, ses manières m'avouaient enchanté. Elle me recevait avec bonté, et je ne bougeais de chez elle. Elle avouait auprès d'elle mademoiselle de Connac sa parente, et mademoiselle de Royan, fille de sa sœur, et de la maison de la Trémoëlle comme elle, toutes deux héritières et sans père ni mère. Madame de Bracciano mourouait d'envie de me donner mademoiselle de Royan. Elle me parlouait souvent d'établissement. Elle en parlouait aussi à ma mère, pour voir si on ne lui jetterouait point quelques propos qu'elle pût ramasser. C'eût été un noble et riche mariage, mais j'étais seul, et je voulais un beau père et une famille dont je pusse m'appuyer. Filippo, fils unique de Pontchartrain, avouait la survivance de sa charge de secrétaire d'État. La petite Vérole l'avouait éborgnée, mais la fortune l'avouait aveuglée. Une héritière de la maison de la Trémoëlle ne lui avouait point paru au-dessus de ce qu'il pouvait prétendre. Il y tournait autour du pot, et son père ménageait extrêmement la tante dans cette même vue, qui, en habile femme, profitait de ces ménagements en se moquant, à part elle, de leur cause. Le père avouait toujours été ami du mien, et avouait fort désirer que je le fusse de son fils unique qui en fit toutes les avances. Et nous vivions dans une grande liaison. Il ne craignait guère que moi pour la préférence de mademoiselle de Royan, et il essayait à découvrir mes pensées sur elle, en me parlant de divers partis. Je ne me défiais point de sa curiosité, et moins encore de ses vues, mais je me contentais de lui répondre vaguement. Cependant, mon mariage s'approchait. Dès l'année précédente, il avait été question de la fille aînée du maréchal de Lorges pour moi. Il s'était rompu presque aussitôt que traité, et de part et d'autre le désir était grand de renouer cette affaire. Le maréchal, qui n'avouait rien et dont la première récompense fut le bâton de maréchal de France, avouait épouser incontinent après la fille de Frémont, garde du trésor royal, et qui sous monsieur Colbert avouait gagner de grands biens, et avouait été le financier le plus habile et le plus consulté. Aussitôt, après ce mariage, le maréchal eut la compagnie des gardes du corps, que la mort du maréchal de Rochefort laissa vacante. Il avouait toujours servi avec grande réputation d'honneur, de valeur et de capacité, et commandait les armées avec tout le succès que la haine héréditaire de M. de Louvois pour M. de Turenne et pour tous les siens avouait pu se voir forcé à laisser prendre au neveu favori et à l'élève de ce grand capitaine. La probité, la droiture, la franchise du maréchal de Lorges me plaisaient infiniment. Je les avouais vus d'un peu plus près pendant la campagne que j'avouais faite dans son armée. L'estime et l'amour que lui portait toute cette armée, sa considération à la cour, la magnificence avec laquelle il vivait partout, sa naissance fort distinguée, ses grandes alliances et proches qui contrebalançaient celles qui s'étaient vues obligées de faire le premier de sa race, un frère aîné très considéré aussi, la singularité unique des mêmes dignités, de la même charge, des mêmes établissements dans tous les deux, surtout
l'union intime des deux frères et de toute cette grande et nombreuse famille, et plus que tout encore la bonté et la vérité du maréchal de Lorge, si rare à trouver et si effective en lui, m'avouait donner un désir extrême de ce mariage, où je croyais avouer trouver tout ce qui me manquait pour me soutenir, acheminer et pour vivre agréablement au milieu de tant de proches illustres et dans une maison aimable. Je trouvais encore dans la vertu sans reproche de la maréchale et dans le talent qu'elle avouait eu enfin de rapprocher monsieur de Louvoué de son mari et de le faire duc pour prix de cette réconciliation, tout ce que je me pouvais proposer pour la conduite d'une jeune femme que je voulais qui fût à la cour, et où sa mère était considérée et applaudie par la manière polie, sage et noble avec laquelle elle s'avouait tenir une maison ouverte à la meilleure compagnie sans aucun mélange, en se conduisant avec tant de modestie et sans toutefois rien perdre de ce qui est doué de son mari, qu'elle avouait fait oublier de ce qu'elle est née et à la famille du maréchal, et à la cour, et au monde, où elle s'est acquis une estime parfaite et une considération personnelle. Elle ne vivait d'ailleurs que pour son mari et pour les siens, qui avouaient en elle une confiance entière, et vivait avec elle et tous ses parents avec une amitié et une considération qui lui faisaient honneur. Ils n'avouaient qu'un fils unique, qu'ils aimaient éperdument, et qui n'avouait que 12 ans, et 5 filles. Les deux aînés, qui avouaient passer leur première vie aux bénédictines de Conflans, dont la sœur de madame Frémont était prieure, étaient depuis 2 ou 3 ans élevés chez madame Frémont, mère de la maréchale de Lorge, dont les maisons étaient contiguës et communiquées. L'aîné avouait 17 ans, l'autre 15. Leur grand-mère ne les perdait jamais de vue. C'était une femme de grand sens, d'une vertu parfaite, qui avouait était fort belle et en avouait des restes, d'une grande piété, pleine de bonnes œuvres, et d'une application singulière à l'éducation de ses 2 petites filles. Son mari, depuis longtemps accablé de paralysie et d'autres maux, conservait toute sa tête et son bon esprit, et gouvernait toutes ses affaires. Le maréchal vivait avec eux avec toutes sortes d'amitié et de devoirs. Eux aussi le respectaient et l'aimaient tendrement. Leur préférence secrète à tout troué était pour mademoiselle de Lorge, celle de la maréchale était pour mademoiselle de Quintin, qui était la cadette, et il n'avouait pas tenu à ses désirs, à ses soins, et à quelque chose de plus que l'aîné n'eût pris le parti du couvent pour mieux marier sa favorite. Celle-ci était une brune avec de beaux yeux, l'autre blonde avec un teint et une taille parfaite, un visage fort aimable, l'air extrêmement noble et modeste, et je ne sais quoi de majestueux par un air de vertu et de douceur naturelle. Ce fut aussi celle que j'aimais le mieux. Dès que je les vis l'une et l'autre, sans aucune comparaison, et avec qui j'espérais le bonheur de ma vie, qui depuis l'a fait uniquement et tout entier. Comme elle est devenue ma femme, je m'abstiendrai ici d'en dire davantage, sinon qu'elle a tenu infiniment au-delà de ce qu'on m'en avouait promis, par tout ce qui m'était revenu d'elle et de tout ce que j'en avouais moi-même espérer. Nous étions, ma mère et moi, informés de tous ces détails par une madame d'Amont, femme du frère de madame Frémont, qui était fort bien faite, fort bien avec eux, et qui était plus du monde que ces sortes de femmes-là n'ont accoutumé d'être. Elle était amie de ma mère, et je l'aimais fort aussi. Elle l'avouait été de mon père, et toute sa vie elle avouait imaginé et désiré ce mariage, et en avouait parlé une fois à mademoiselle de Lorge. Ce fut elle aussi qui le traita, et qui avec adresse, mais avec probité, en vint à bout, à travers les difficultés qui traversent toujours ces affaires si principales à la vie. Monsieur de Lamoignon, ami intime du maréchal, et rit par fond sous lui, cet avocat dont j'ai parlé et qui nous servit si bien contre monsieur de Luxembourg, furent ceux dont ils se servirent, et qui tous deux n'avouaient aucune envie de réussir. Lamoignon vouloit monsieur de Luxembourg,
veuve de la fille du duc de Chevreuse, sans enfant, qui le désirouait passionnément, et rit par fond me voulouer par mademoiselle de la Trémoille, ce que nous découvrîmes après. Hérard, notre avocat, et monsieur Bignon, conseiller d'État, étouaient notre conseil. Ce dernier avouait été assez ami de mon père pour, sans aucune parenté, avouer bien voulu être mon tuteur, lorsqu'en 1684, j'avouai été légataire universel de madame la duchesse de Brissac, morte sans enfant, et fille unique du premier lit de mon père. Il avouait été avocat général avec une grande réputation de capacité et d'intégrité, et il l'avouait soutenu tout entière au conseil. Pontchartrain, contrôleur général et secrétaire d'État, dont il avouait épouser la sœur, l'aimait et le considérait extrêmement, et regarda et traita toujours ses enfants comme s'ils eussent été les siens. Enfin, toutes les difficultés s'aplanirent, moyennant 400 000 livres comptant, sans renoncer à rien, et des nourritures indéfinies à la cour et à l'armée. Les choses à ce point, mais encore secrètes, je crus en pouvoir avancer la confidence de quelques jours à l'apparente amitié et à la curiosité de Filippo, d'autant plus même qu'il est tout neveu de Bignon. À peine eut-il mon secret qu'il courut à Paris le dire à la duchesse de Bracciano. J'allais l'avouer aussi en arrivant à Paris, et je fus surpris qu'elle me tourna de toutes les façons pour me faire avouer que je me mariais. La plaisanterie me secourut un temps, mais à la fin elle me nomma acquis et me montra qu'elle était bien instruite. Alors la trahison me sauta aux yeux, mais je demeurai ferme dans les termes où je m'étais mis, sans nier ni avouer rien, en me rabattant à dire qu'elle me mariait si bien que je ne pouvais que désirer que la chose fût véritable. Elle me prit en particulier à 2 ou 3 reprises, espérant de réussir mieux ainsi, qu'elle n'avouait fait par les reproches qu'elle et ses 2 nièces m'avouaient fait de mon peu de confiance, et je vis que son dessein allouait à essayer de rompre l'affaire par un aveu qui en aurait éventé le secret, auquel le maréchal était fort attaché, ou, par une négative formelle, se fondait un sujet de plainte véritable de ce mensonge. Toutefois, elle n'eut pas contentement, et ne put jamais tirer de moi ni l'un ni l'autre. Je sortis d'un entretien si pénible, outré contre Filippo. Un éclaircissement, ou plutôt un reproche de sa trahison m'aurait mené trop loin avec un homme de sa profession et de son état. Je me pris donc le parti du silence et de ne lui en faire aucun semblant, mais de vivre désormais avec la réserve que mérite la trahison. Madame de Bracciano me l'avoua dans les suites, et j'eus le plaisir qu'elle-même me contât sa folle espérance, et s'en moqua bien avec moi. Mon mariage convenu et réglé, le maréchal de Lorge en parla au roué, pour lui et pour moi, pour ne rien éventer. Le roué eut la bonté de lui répondre qu'il ne pouvait mieux faire, et de lui parler de moi fort obligeamment. Il me le conta dans la suite avec plaisir. Je lui avouai plus pendant la campagne que j'avouai faite dans son armée, où, dans la pensée de renouer avec moi, il m'avouait secrètement suivi de l'œil, et dès lors avouait résolu de me préférer à monsieur de Luxembourg, au duc de Montfort, fils du duc de Chevreuse, et à bien d'autres. Monsieur de Beauvilliers, sans qui je ne faisais rien, me porta tant qu'il put à la préférence de ce mariage, sans aucun égard pour les vues de son neveu, nonobstant la liaison plus qu'intime qu'il était entre le duc de Chevreuse et lui, et les 2 sœurs leurs femmes. Le jeudi, donc, avant les rameaux, nous signâmes les articles à l'hôtel de Lorge, nous portâmes le contrat de mariage au roué, etc. 2 jours après, et j'allouai tous les soirs à l'hôtel de Lorge, lorsque tout d'un coup, le mariage se rompit entièrement sur quelque chose de mal expliqué que chacun se roidit à interpréter à sa manière. Heureusement, comme on en était là buté de part et d'autre,
Dauneuil, maître des requêtes, seul frère de la maréchale de Lorges, arriva de la campagne, où il était allé faire un tour, et leva la difficulté à ses dépens. C'est un honneur que je lui dois rendre et dont la reconnaissance m'est toujours profondément demeurée. C'est ainsi que Dieu fait réussir ce qui lui plaît par les moyens les moins attendus. Cette aventure ne transpira presque point, et le mariage s'accomplit à l'hôtel de Lorges le 8 avril, que j'ai toujours regardé avec grande raison comme le plus heureux jour de ma vie. Ma mère m'y traita comme la meilleure mère du monde. Nous nous rendîmes à l'hôtel de Lorges le jeudi avant le Quasimodo, sur les 7 heures du soir. Le contrat fut signé. On servit un grand repas à la famille la plus étroite de part et d'autre, et à minuit le curé de Saint-Roch dit la messe et nous maria dans la chapelle de la maison. La veille, ma mère avouait envoyer pour 40 000 livres de pierreries à mademoiselle de Lorges et moi 600 louis dans une corbeille remplie de toutes les galanteries qu'on donne en ces occasions. Nous couchâmes dans le grand appartement de l'hôtel de Lorges. Le lendemain, monsieur Dauneuil, qui logeait vis-à-vis, nous donna un grand dîner, après lequel la mariée reçut sur son lit toute la France à l'hôtel de Lorges, où les devoirs de la vie civile et la curiosité attirèrent la foule, et la première qui vint fut la duchesse de Bracciano avec ses 2 nièces. Ma mère était encore dans son second deuil, et son appartement noir et gris, ce qui nous fit préférer l'hôtel de Lorges pour y recevoir le monde. Le lendemain de ces visites, auxquelles on ne donna qu'1 jour, nous allâmes à Versailles. Le soir, le roué voulut bien voir la nouvelle mariée chez madame de Maintenon, où ma mère et la sienne la lui présentèrent. En y allant, le roué m'en parla en badinant, et il eut la bonté de les recevoir avec beaucoup de distinction et de louanges. De là, elles furent au souper, où la nouvelle duchesse prit son tabouret. En arrivant à la table, le roué lui dit « Madame, s'il vous plaît, de vous asseoir. » La serviette du roué déployée, il vit toutes les duchesses et princesses encore debout. Il se souleva sur sa chaise et dit à madame de Saint-Simon « Madame, je vous ai déjà prié de vous asseoir. » Et toutes celles qui le devaient être s'assirent, et madame de Saint-Simon entre ma mère et la sienne qui était après elle. Le lendemain, elle reçut toute la cour sur son lit dans l'appartement de la duchesse d'Arpajon, comme plus commode parce qu'il était de plain-pied. Monsieur le maréchal de Lorges et moi ne nous y trouvâmes que pour les visites de la maison royale. Le jour suivant, elles allèrent à Saint-Germain, puis à Paris, où je donnai le soir un grand repas chez moi à toute la noce, et le lendemain un souper particulier à ce qui restait d'anciens amis de mon père, à qui j'avouai eu soin d'apprendre mon mariage avant qu'il fût public, et lesquels j'ai tous cultivés avec grand soin jusqu'à leur mort. Mademoiselle de Quintin ne tarda pas longtemps à avouer son tour. Monsieur de Lauzun la vit sur le lit de sa sœur avec plusieurs autres filles à marier. Elle avouait 15 ans et lui plus de 63 ans. C'était une étrange disproportion d'âge. Mais sa vie jusqu'alors avouait été un roman. Il ne le croyait pas achevé, et il avouait encore l'ambition et les espérances d'un jeune homme. Depuis son retour à la cour et son rétablissement dans les distinctions qu'il y avouait eues, depuis même que le roué et la reine d'Angleterre, qui le lui avouait valu, lui avouait encore procuré la dignité de duc vérifié, il n'était rien qu'il n'eût tenté par leurs affaires pour se remettre en quelque confiance avec le roué, sans avoir pu y réussir. Il se flatta qu'en épousant une fille d'un général d'armée, il pourrait faire en sorte de se mettre entre le roué et lui, et par les affaires du Rhin, s'initier de nouveau, et se rouvrir un chemin à succéder à son beau-père dans la charge de capitaine des gardes qu'il ne se consolait point d'avoir perdu. Plein de ces pensées,
il fait parler à madame la maréchale de Lorge, qui le connaît souhait trop de réputation, et qui aimait trop sa fille pour entendre à un mariage qui ne pouvait la rendre heureuse. Monsieur de Lauzun redoubla ses empressements, proposa d'épouser sans dot, et fit parler sur ce pied-là à madame Frémont et à messieurs de Lorge et de Duras, chez lequel l'affaire fut écoutée, concertée et résolue par cette grande raison de sans dot, au grand déplaisir de la mère, qui à la fin se rendit, par la difficulté de faire sa fille duchesse comme l'aînée à qui elle vouloit l'égaler. Filippo, qui se croyait à portée de tout, la vouloit aussi pour rien à cause des alliances et des entours, et la peur qu'en eût mademoiselle de Quintin la fit consentir avec jouet à épouser le duc de Lauzun qui avouait un nom, un rang et des trésors. La distance des âges et l'inexpérience du sien lui firent regarder ce mariage comme la contrainte de 2 ou 3 ans, tout au plus, pour être après libre, riche et grande dame, sans qu'oué elle n'y eût jamais consenti, à ce qu'elle a bien des fois avoué depuis. Cette affaire fut conduite et conclue dans le plus grand secret, lorsque monsieur le maréchal de Lorge en parla au roué. Vous êtes hardi, lui dit-il, de mettre Lauzun dans votre famille. Je souhaite que vous ne vous en repentiez pas. De vos affaires, vous en êtes le maître, mais pour des miennes, je ne vous permets de faire ce mariage qu'à condition que vous ne lui en direz jamais le moindre mot. Le jour qu'il fut rendu public, monsieur le maréchal de Lorge m'envoya chercher de fort bonne heure, me le dit et m'expliqua ses raisons. La principale étouait qu'il ne donnouait rien, et que monsieur de Lauzun se contentouait de 400 000 livres à la mort de monsieur Frémont, si autant s'y trouvouait outre le partage de ses enfants, et faisouait après lui des avantages prodigieux à sa femme. Nous portâmes le contrat à signer au roué, qui plaisanta monsieur de Lauzun et se mit fort à rire, et monsieur de Lauzun lui répondit qu'il était trop heureux de se marier, puisque c'était la première fois, depuis son retour, qu'il l'avouait vu rire avec lui. On pressa la noce tout de suite, en sorte que personne ne put avouer d'habit. Le présent de monsieur de Lauzun fut d'étoffes, de pierreries et de galanteries, mais point d'argent. Il n'y eut que 7 ou 8 personnes en tout au mariage, qui se fit à l'hôtel de Lorge à minuit. Monsieur de Lauzun voulut se déshabiller seul avec ses valets de chambre, et il n'entra dans celle de sa femme qu'après que tout le monde en fut sorti, elle couchée et ses rideaux fermés, et lui assuré de ne trouver personne sur son passage. Il fit le lendemain trop fait de ses prouesses. Sa femme vit le monde sur son lit à l'hôtel de Lorge, où elle et son mari devaient loger, et le jour suivant nous allâmes à Versailles, où la nouvelle mariée fut présentée par madame sa mère chez madame de Maintenon, et de là prit son tabouret au souper. Le lendemain, elle vit toute la cour sur son lit, et tout s'y passa comme à mon mariage. Celui du duc de Lauzun ne trouva que des censeurs. On ne comprenait ni le beau-père ni le gendre. Les raisons de celui-ci ne se pouvaient imaginer. Celle de sans dot n'était reçue de personne, et il n'y avouait celui qui ne prévit une prochaine rupture de l'humeur si connue de monsieur de Lauzun. En revenant à Paris, nous trouvâmes au cours presque toutes les filles de qualité à marier, et cette vue consola un peu madame la maréchale de Lorge, ayant ses filles dans son carrosse qu'elle venait d'établir en si peu de temps toutes deux. Peu de jours après, le roué, se promenant dans ses jardins à Versailles, dans son fauteuil à roues, me demanda fort attentivement l'état et l'âge de la famille de monsieur le maréchal de Lorge, et avec un détail qui me surprit, l'occupation de ses enfants, la figure des filles, si elles étaient aimées, et si aucune ne penchait à être religieuse. Il se mit ensuite à plaisanter avec moi sur le mariage de monsieur de Lauzun, puis sur le mien. Il me dit, malgré cette gravité qui ne le quittait jamais, qu'il avouait su du maréchal que je m'en étais bien acquitté, mais qu'il croyait que la maréchale en savouait encore mieux des nouvelles.
À peine mon mariage est-il célébré, que la marquise de Saint-Simon mourut à 91 ans à Paris. Elle est tante paternelle du duc d'Uzès, veuve en premières noces de monsieur de Portes, chevalier de l'ordre, tué devant Privas, frère de la connétable de Montmorency, mère de madame la princesse de Condé et du dernier duc de Montmorency, décapité à Toulouse. Elle en avouée eut la première femme de mon père et mademoiselle de Portes. Elle est veuve du frère aîné de mon père dont elle avouait eut les biens, et nous en avouait laissé les dettes, sans en avouer eu d'enfant. C'est une femme d'esprit, altière et méchante, qui n'avouait jamais pu pardonner à mon père de s'être remariée, et qui l'avouait tant qu'elle avouait pu, séparée de son frère. Ce fut ainsi un deuil sans douleur. La duchesse d'Uzès, veuve du fils de son frère et fille unique du feu duc de Montausier, mourut en même temps. La perte de deux hommes illustres fit plus de bruit que celle de ces deux grandes dames. La Fontaine, si connue par ses fables et ses contes, et toutefois si pesant en conversation, et de Mignard, si illustre par son pinceau. Il avouait une fille unique parfaitement belle, c'est sur elle qu'il travaillait le plus volontiers, et elle était répétée en plusieurs de ces magnifiques tableaux historiques qui ornent la grande galerie de Versailles et ses deux salons, et qui n'ont pas eu peu de part à hériter toute l'Europe contre le rouet, et à la liguer plus encore contre sa personne que contre son royaume. Barbançon, premier maître d'hôtel de monsieur, mourut aussi, si goûté du monde par le sel de ses chansons, et l'agrément et le naturel de son esprit. Le roué, accoutumé à dominer dans sa famille autant pour le moins que sur ses courtisans et sur son peuple, et qu'il avouait toujours rassembler sous ses yeux, n'avouait pas vu avec plaisir le don de Choisy à monseigneur, et les voyages fréquents qu'il y faisait avec le petit nombre de ceux qu'il nommait à chacun pour les suivre. Cela faisait une séparation de la cour qui, à l'âge de son fils, ne se pouvait éviter, dès que le présent de cette maison l'avouait fait naître, mais il voulut au moins le rapprocher de lui. Meudon, bien plus vaste et extrêmement superbe par les millions que monsieur de Louvoué y avouait enfouis, lui parut propre pour cela. Il en proposa donc l'échange à Barbezieux, pour sa mère, qu'il avouait pris dans les biens pour 500 000 livres, et le chargea de lui en offrir 400 000 livres de plus avec Choisy en retour. Madame de Louvoué, pour qui Meudon était trop grand et trop difficile à remplir, fut ravie de recevoir 900 000 livres avec une maison plus à sa portée, et d'ailleurs fort agréable, et le même jour que le roué témoigna de désirer cet échange, il fut conclu. Le roué ne l'avouait pas fait sans avouer parler à monseigneur, pour qui ces moindres apparences du désir étaient désordre. Madame de Louvoué passa depuis les étés en bonne compagnie à Choisy, et monseigneur n'en voltigea que de plus en plus de Versailles à Meudon, où, à l'imitation du roué, il fit beaucoup de choses dans la maison et dans les jardins, et combla les merveilles que les cardinaux de Meudon et de Lorraine et messieurs Servien et de Louvoué y avouaient successivement ajoutées.